Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, je reçois aujourd'hui, je vais vous dire, une bannie, une marginalisée, je ne dirais pas marquée du sceau de l'infamie, mais qu'on a traité de tous les noms pendant quelque temps, agent de Poutine, directrice d'une chaîne étrangère, etc., etc. Xenia Fedorova, bonjour. Bonjour André. Vous avez fondé RT France, que vous avez dirigé pendant 5 ans, c'est bien ça? C'est bien ça. Et vous écrivez un livre, Banni, B-A-2-N-I-E, banni, hein, le bannissement. Et le sous-titre, c'est Liberté d'expression sous condition. Ça paraît chez Fayard. Et c'est un livre très intéressant parce que vous racontez d'abord votre parcours, hein. Vous êtes né en Russie, et puis on raconte l'Autriche, et puis Paris, premier Paris, l'Allemagne, Berlin, etc. Et puis, évidemment, ce qui est le cœur du livre, cette aventure de RT France qui vous a valu, et qui a valu, évidemment, qui a eu beaucoup de problèmes dès le départ, et qui s'est soldé, je crois que c'est en 2022. Sanctionné 2022 et liquidé en 2023. Et liquidé en 2023, c'est ça. Voilà. Et je voulais savoir d'abord, justement, parce qu'il y a une actualité très très récente, que deux chaînes, C8 et NRJ12, ont été supprimées de la TNT complètement, voilà, et il y a eu, vu les bruits qu'il y a eu moins de bruit pour vous, mais enfin on en reparlera. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Honnêtement, ça m'a fait... je suis très triste pour eux parce que c'est une façon de déjà-vu pour moi. Une chaîne qui est fermée, plus qu'ils sentaient, en fait, pour C8, c'est 400 des salariés qui seront en chômage. Tout ça, ça me rappelle la fermeture des RT France, cette tristesse, cette douleur, mais aussi la fermeture qui était sous silence. En fait, pas beaucoup de journalistes, sauf vous, Monsieur Berkov, mais pas beaucoup de journalistes ont parlé, en fait, cette fermeture comme si c'était normal. Aujourd'hui, c'est C8, mais qui sera demain? Et justement, cette fermeture, vous la racontez, là, je parle de RT France, mais alors, d'emblée, on va quand même poser des questions et on vous dit oui, mais vous comprenez que Xenia Fedorova, C8, NRJ12, ce sont des Français, c'est Bolloré, NRJ12, c'est Baudecroux, enfin, etc. Et vous étiez quand même une chaîne financée par un État, la Russie. Est-ce que c'est normal que en France, des chaînes ou des médias soient financés par des pays ou des institutions étrangères? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que si on suit ces logiques, il faut dans ces cas fermer tous les chaînes qui sont financées par l'État étranger. Il y en a beaucoup? Il y en a oui, ouais. Regardez, déjà si on commence par la France 24, il y a BBC World, il y a Deutsche Welle, Al Jazeera, etc. etc. Donc on peut parler de ça, et si on suit ces logiques, il faut fermer aussi les chaînes quand il y a une guerre. Par exemple, CNN n'était pas fermé quand les États-Unis sont envahis l'Irak. Là, déjà, RT France n'a jamais caché le financement. En fait, c'était une chaîne qui était créée en France avec les journalistes françaises, avec les cartes des presses, avec les licences de l'ARCOM à l'époque, le CSA, qui était hyper surveillé. Vous avez eu la licence pendant 5 ans, il faut le rappeler, depuis. En fait, on a eu une rénovation des licences. Vous avez eu une rénovation, oui, aussi. Même eu des renouvellement, pardon. Ouais. Et en fait, on n'était jamais sanctionné. Il y a eu les tentatives, il y a une mise en demeure, mais RT France n'était jamais sanctionné par l'ARCOM. Donc, vous n'avez jamais eu ni mise en demeure, ni sanction? Une mise en demeure pour une erreur technique, les images sur et la traduction sur la série. Mais en fait, la traduction n'était pas tronquée, c'était vrai. Donc, pour moi, il faut rappeler à nos... aux auditeurs. Auditeurs, je voulais dire auditeurs, que, en fait, la chaîne RT France était fermée par l'Union européenne. C'était Ursula von der Leyen qui a annoncé qu'il va fermer la chaîne. Après, je pense que c'était le lendemain dès le début du conflit en Ukraine.
Oui, c'était une semaine après l'opération spéciale, comme disent les Russes, l'invasion, comme disent les autres, c'est ça. Exactement, mais en fait, sans aucune base légale. Donc, plus que centaines de journalistes français étaient mis en chômage. On a tenu un petit peu jusqu'à 2023 et finalement, on a été liquidés. Donc, je pense que c'est déjà très dangereux pour la liberté d'expression, mais c'est quel est du but. Ils ont commencé par nous parce qu'il y a un prétexte, parce que c'était une chaîne financée par la Russie. En fait, c'était une chaîne qui dérangeait beaucoup plus avant 2022. Si vous vous souvenez, Emmanuel Macron interdit les journalistes de RT France, l'accréditation pour l'Élysée. En fait, il nous a appelés les propagandistes. Mais comment c'est possible qu'en fait, l'ARCOM n'a jamais trouvé une raison de nous sanctionner? En revanche, on a été discriminés et finalement, sous le prétexte de guerre en Ukraine, la chaîne a été fermée. Aujourd'hui, on doit assez vite et malheureusement... Mais c'est le tribunal... Alors juste pour comprendre bien techniquement, Xenia Fedorova, c'est le tribunal... Parce que Ursula von der Leyen peut dire qu'elle ferme RT France, mais c'est pas elle qui ferme techniquement RT France. C'est le tribunal de commerce, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Ursula von der Leyen a annoncé... Ils ont eu les sanctions contre RT France. Donc, Interfrance a interdit de la diffusion en France et en Europe. Et sous ce prétexte, c'était en fait sanctionné. Et on a tenu juste un petit peu. Et finalement, c'était le tribunal de Nanterre qui a annoncé la liquidation. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça. Malheureusement, on a essayé de contester cette décision. On était à Luxembourg avec nos avocats et en fait, on a demandé, mais montre-nous pourquoi, quelle est la base légale. En fait, ils ne pouvaient pas nous donner un exemple. Ils ont juste dit, ils ont parlé beaucoup de la propagande russe, évidemment. Finalement, ils ont juste dit, on ne peut pas permettre une chaîne comme RT France d'exister au moment où les opinions des Européennes sont en train de se former sur le conflit en Ukraine. Ah oui, ils ont absolument lié ça au conflit la motivation, c'était façon préventive. En fait. Alors justement, parlons-en, parce que dans votre livre, vous racontez ce qui s'est passé, et vous dites aussi qu'il y a eu quand même certaines choses, c'est-à-dire que le contenu de RT France a pu gêner un certain nombre de gens. Vous parlez de l'épisode du Gilet jaune, et je parle de deux grands épisodes, évidemment, le Gilet jaune et le Covid. Puisque c'était évidemment en pleine période. Et ce que vous dites, effectivement, c'est que votre traitement par rapport à beaucoup de chaînes, que ce soit les Gilets jaunes et que ce soit le Covid, ont gêné une certaine pensée dominante. En tout cas, c'est ce que vous dites, ce que vous écrivez. Absolument. Les Gilets jaunes, c'est connu qu'en fait, au début de ces mouvements, les médias généralistes sont vraiment faits en sous-couverture, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment couverts cette grande mouvement qui était énorme. En fait, chaque samedi, on a vu ça. Et donc, il y a eu un délai de couverture. Je pense que c'était un délai qui était imposé par les journalistes eux-mêmes à eux-mêmes, en façon de autocensure. Finalement, ils ne voulaient pas donner la parole à Gilets jaunes parce qu'ils pensaient que ce n'était pas soit assez important, soit dangereux. Mais en même temps, on est journaliste, on doit donner les faits, on doit permettre aux spectateurs, en général, aux gens de regarder par eux-mêmes, de réfléchir par eux-mêmes. Il faut arrêter vraiment essayer d'infantiliser, je pense, les Français, les Européennes. Ils ont le droit de choisir quelle source d'information on veut regarder. Finalement, il peut décider de ne pas regarder de tout. Oui, et puis de toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous tournez le bouton. Exactement. Vous dites, ouais, je ne veux pas voir RT France ou je ne veux pas voir telle ou telle chaîne, et puis voilà, vous ne la regardez pas. Avec les Gilets jaunes, c'était ça, parce que RT France a fait une couverture factuelle et juste de ces mouvements, c'est-à-dire qu'on a relayé tous les points de vue, mais aussi on a invité les experts et ceux qui expliquaient ce qu'est ce mouvement, et les Gilets jaunes aussi étaient sur nos plateaux. Donc c'est ça ce qui n'est pas plaît à un média généraliste à l'époque, ce n'est pas plaît à l'ARCOM, le CSA, qui voulait que cette couverture soit plus basse, plus minimisée. Et pour Covid, c'est un peu la même chose. Bon, là, on était obligé de traiter cette information très très factuelle. Mais je veux comment, à chaque fois, on a invité un expert qui mise en question la crise, comment cette crise sanitaire était gérée par l'État. Tout de suite, on était attaqué par les journalistes mainstream, par les médias connus. Et en fait, c'est vraiment très dangereux parce que qui décide
de quoi parler doit regarder. Qui décide ce qu'on doit voir ou pas. Ouais. Exactement, il faut vraiment être beaucoup plus divers et équilibré sur la couverture. Et c'est la même chose avec le conflit en Ukraine. Si on regarde aujourd'hui RT France, bien sûr qu'on a relayé le point de vue de la Russie, mais également le point de vue de l'OTAN, de l'Union européenne, la France, etc. C'est ce que les journalistes font. Et maintenant, depuis 2022 et jusqu'à maintenant, là, c'est en train de changer. Mais la couverture des conflits était vraiment juste de l'un côté, un narratif de l'OTAN plutôt. Oui, c'est vrai. Maintenant, évidemment, les choses sont en train de changer depuis un mois, 2 mois. Et grâce à Trump. Mais oui, il faut le dire parce que il voit autre chose. Et je veux dire, on va un peu creuser tout ça. Et effectivement, c'est intéressant dans votre livre l'hostilité que vous avez rencontrée pratiquement dès le départ, et vous racontez. C'est ça qui est aussi très intéressant. Mais auparavant, Xenia Fedorova, on va parler un peu de vous, de votre enfance, d'où vous venez, etc. Et oui, mais c'est important ça, parce que justement, vous êtes arrivé ici, et comment? On en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite, nous sommes avec Xenia Fedorova, et si vous voulez nous appeler, 0826 300 300. Nous, sous une liberté d'expression sous condition, une liberté surveillée. N'oubliez jamais, enfin vous savez, c'est presque une banalité de base que sur tous les frontons de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais alors ce mot de liberté, oui, il est partout. Mais dans la réalité, comment s'exerce-t-il? Et nous en parlons avec Xenia Fedorova, qui a écrit Banni, BA2NIE, encore une fois je redis, aux éditions Fayard. Xenia Fedorova, vous avez 44 ans ou 43 ans, c'est ça? 44. 44. Vous êtes né, ça va, vous êtes jeune. Vous êtes né donc en Russie. Vous avez vécu quelque temps votre enfance en Russie, puis vous êtes allé en Autriche. Vous racontez ça dans votre livre, mais c'est intéressant avec une mère qui était une mère courage, enfin qui s'occupait et de ses enfants et les faisait vivre parce que votre père est mort, c'était très jeune. Et vous racontez comment vous avez fait un certain nombre d'études, que la diplomatie vous a tiré, mais que le journalisme vous a tiré plus que ça. Et vous racontez comment vous avez commencé à RT à Moscou. Et puis après, effectivement, on vous a proposé RT France, que vous êtes venu à Paris. Vous étiez déjà venu en 2014, je crois, hein, c'est ça. Vous êtes revenu en 2017 et vous lancez tout cela en 2018. Mais alors, dites-moi, comment ça s'est passé? Pourquoi? Je voulais savoir. Alors, qu'est-ce que vous avez senti? Vous êtes allé voir Olivier Schramek, qui dirigeait à l'époque la haute autorité. Hein, c'était le CSA. Le CSA, oui, la haute autorité, c'était avant. Ça me rajeunit pas. Le CSA. Et vous dites dans votre livre que vous avez senti déjà il y a une histoire de méfiance quand vous faisiez passer un examen, que on peut pas dire que c'était extrêmement chaleureux. C'est le moins que l'on puisse dire. Absolument. Non, c'était juste. Je pense que c'était juste après le Maïdan, la situation en Crimée. Ah oui, 2014, oui. Donc... Il a tout changé en Crimée. Le coup d'État, on peut le dire aujourd'hui, organisé par la CIA, Victoria Nuland et compagnie. En tout cas, moi je le dis, encore une fois, je ne suis ni pro-Trump, ni pro-ceci, ni pro-cela, mais on sait très bien comment était organisé Maïdan. Mais passons. Donc c'était après Maïdan. En fait, ce que vous touchez est très important de dire. C'est vrai que personne n'en parle aujourd'hui, sauf vous, André. D'autres, oui. Mais... Moi, il y a, oui, un peu de gens, mais c'est peu discuté. Mais oui, les États-Unis ont joué un énorme rôle en 2014. Et, oui. Ils ont installé des ministres. Je voudrais juste dire à l'intention des auditeurs qu'il faut savoir que la personne qui a parlé le plus de ça et le plus précisément, c'est Jeffrey Sachs, un très grand géopolitologue américain qui a connu toute cette région, et c'est lui qui a rétabli, en tout cas qui a établi toute l'histoire de ce qui s'est passé dans les années 2005, 2014 jusqu'à Minsk. Voilà, je dis ça en passant pour qu'on sache que ça ne vient pas du ciel. Le contexte, voilà. Ouais. Donc, je suis arrivée en France et la première chose que je me suis dit, si on s'installe en France, il faut absolument respecter toutes les règles, toutes les lois. Donc, il faut absolument que je demande une licence auprès de organes qui surveillent les organes de conformité, donc le CSA en l'occurrence. Le CSA, donc exactement. À l'époque, je parlais très peu français, donc je pris une traductrice avec moi. On a un cabinet d'avocats qui m'a aidé de préparer le dossier, et on se trouve
pas seulement en face de Olivier Schramek, mais c'était en fait en façon des tribunaux. Il y a eu plein de gens. Ah oui, il y avait combien de personnes à peu près? Je pense que c'était full. La première ligne, c'était peut-être 10 personnes. Derrière eux, il y a eu peut-être quinzaine de personnes en plus. C'est ça, en tous les cas, c'est comme ça, je me souviens. Oui. Et j'étais interrogée sur tous les sujets. On a parlé de l'Ukraine, les Crimées, de financement. J'étais hyper transparente. J'ai raconté tout ce qu'on a préparé. Et je pense que à l'époque, ils n'ont pas trouvé en raison de refuser. C'était encore tôt. Mais vous sentiez qu'ils avaient bien sûr. envie. Mais comment vous les sentiez? C'est par les questions qu'ils vous posaient? Absolument. Les questions, c'était plutôt genre de questions-accusations. Donc encore une fois, je ne Mais travaille... par exemple. Par exemple, je ne suis pas les représentants de l'État russe, je suis journaliste, mais les questions étaient pourquoi vous avez envahi l'Ukraine, pourquoi vous avez annexé Crimée. Donc ce genre de questions qui normalement... il ne faut pas poser aux journalistes, il faut poser peut-être. Oui, sauf que effectivement, tout le problème était là. Vous étiez financé par le gouvernement russe, enfin par l'État russe. Mais cette modèle économique, ça existe déjà et existait avant en Arte. Ça existe avec l'Allemagne, ça existe avec la France, ça existe avec les États-Unis, Qatar. Il y a plein de chaînes qui sont. Al Jazeera, par exemple. Exactement. Donc personne n'a banni Al Jazeera en tous les cas. Donc il vous pose des questions. Il me pose les questions. Comme si vous étiez le représentant de Poutine. Et c'était toujours les cas, en fait. Je précise que je suis journaliste, mais je suis appelée, même toujours, en agent des Kremlins. Vous savez, ma page Wikipédia a été changée le lendemain quand j'ai annoncé que j'ai fait une série de petits documentaires sur C8 sur les églises orthodoxes. Oui. Et tout de suite, je suis redevenue un agent de Kremlin. Ah oui, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous faites exactement. Série, oui. Et sur Wikipédia, ils vous ont remis... Ils sont changés, tout de suite, parce qu'il ne faut pas parler des églises orthodoxes. En tous les cas. Donc, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours eu ces intérêts, cette lobby atlantiste qui était... vraiment anti-russe, on peut dire russophobe. Mais RT France n'était pas une chaîne russe. Moi, je suis russe, évidemment. Mais... Oui, vous ne faisiez pas du matin au soir la propagande de la Russie. Quoi. Non. On a embauché les journalistes français avec les cartes des presses qui sont décidées chaque matin quel sujet à traiter. C'était jamais, vous savez, on n'a jamais reçu les appels de Moscou pour traiter les sujets en France. Mais oui, depuis les débuts, on était interdite à l'Élysée. Et Emmanuel Macron fait ça très clair. Je parle de ça dans mon livre. Oui. Le fameux jour à Versailles où il était avec Vladimir Poutine, à côté de Vladimir Poutine, où je lui pose les questions sur ce bannissement des journalistes. Et il répond d'une façon très violente qui en fait marqué toutes les prochaines années. Je pense qu'Emmanuel Macron a cherché une façon de nous interdire. Mais comme c'était compliqué sans base légale et comme je vous ai dit, on n'était jamais sanctionnés. Alors comme jamais trouvé une raison de nous sanctionner, ils sont essayés mais ils ne sont pas trouvés. C'était finalement les prétextes, c'était la guerre en Ukraine, l'Union européenne qui l'a fait pour lui. C'est ça, par Ursula von der Leyen interposée. Mais il y a quelque chose, vous parlez dans votre livre, qu'est-ce qui a fait, alors ça m'intéresse aussi Ksenia Fedorova, qu'est-ce qui a fait que, sentant cette opposition, sentant cette hostilité, mesurant le rapport de force, vous en parlez, vous évoquez ça. Pourquoi vous vous êtes pas installé en Suisse, en Belgique, en Autriche ou ailleurs, en disant, enfin, voilà, mais je fais RT France, mettons, oui, ou même à Moscou, mais même, disons, dans un pays européen où vous n'auriez pas eu les mêmes problèmes, et voilà, mais même si vous êtes dans un pays francophone, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit non, je veux qu'on reste là, je veux qu'on... Il y a un mélange... Franchement, je pense qu'il y a un mélange de ma naïveté à l'époque, parce que je pensais que la France, votre pays, est le pays des libertés, liberté d'expression. Jamais pensé, parce que je travaillais en Allemagne juste avant de venir en France, et franchement, j'ai jamais senti ces genres de censure, ce niveau de censure que je sentis en Allemagne. Bon, en Allemagne, c'était pas extraordinaire non plus, mais quand même... Vous voulez dire que la censure en Allemagne n'était pas aussi forte à l'époque, que ce que vous avez senti en France? Exactement. À l'époque, ce n'était pas aussi forte. Peut-être aujourd'hui, c'est plus forte qu'en France. Je ne sais pas, mais à l'époque, c'était pas. Et la deuxième, probablement la première raison pour moi, c'était installer une chaîne vraiment en France pour qu'on puisse toucher les sujets français, parler en français. Embaucher les journalistes français. Parce qu'embaucher les journalistes français pour venir à Moscou...
il faut comprendre C'est plus compliqué, ouais. c'est plus compliqué. Même si on peut trouver les journalistes qui sont prêts à déménager, c'est pas les mêmes journalistes, vous voyez. Et donc je ne pense pas qu'il Frédéric Teddy, qui travaille pour nous en toute liberté, hein, pouvait déménager à Moscou. Je pense pas. Donc on a eu cet accès aux journalistes, aux experts. On s'est installé juste à côté de chez vous. On était à Boulogne-Billancourt. Oui. Exactement. Donc on voulait vraiment faire tout ce qui ça sera une chaîne français et que les Français respectent. Parce que avoir une chaîne en Moscou qui diffuse en français, c'est quand même une autre chose. Oui, mais vous auriez pu être en Europe, enfin encore une fois, en Belgique, en Suisse, en France. Pardon, en Belgique ou en Suisse. Exactement. Déjà. Mais finalement, je pense que après 2022, tous les pays européens, sauf la Suisse. La Suisse n'a jamais interdit RT, et même aujourd'hui, RT est visible en Suisse. Ah oui. Ceux qui, je dois dire, bravo à la Suisse, même s'ils sont copié-collé toutes les sanctions contre la Russie, là, sur la liberté d'expression, ils sont restés fortes. Ah oui, la Suisse n'a pas banni RT. On va continuer d'en parler, ce qui s'est passé, racontez-nous tout cela. Effectivement, l'histoire de la censure et de l'autocensure, ça nous concerne tous. Et si vous avez des questions, si vous avez des interventions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec Xenia Federova, qui a présidé, qui a fondé RT France, qui a été, comme vous le savez, interdit d'antenne, interdit de fonction en France depuis 2023. Et on parlait justement de ce problème de la liberté d'expression. Au fond, on est toujours dans ce problème-là, où elle s'arrête, où elle va. Et je rappellerai sincèrement, c'est que nous sommes tous d'accord quand une radio, une télévision, un média diffuse des paroles de haine et d'appel au meurtre, ou de racisme, etc., évidemment qu'il faut sanctionner. Mais la loi est là pour sanctionner. En revanche, les opinions différentes, eh bien, écoutez, c'est ça la liberté. Comme disait Voltaire depuis toujours, la liberté, je me battrai, même si on n'est absolument pas d'accord avec vous, je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Donc, parlons un peu il y a la censure, mais il y a aussi, vous l'avez vu justement par votre activité de présidente de RT France, Xenia Federova, l'autocensure. Donc l'autocensure de journalistes, l'autocensure d'un certain nombre de gens. Et décrivez-nous ce que vous avez entendu et vu, dont vous parlez dans votre livre. Vous savez, l'autocensure, c'est peut-être même plus dangereuse que la censure de l'État, par exemple. Parce que l'autocensure, c'est les idées que les journalistes ont sur les sujets sensibles. Et de temps en temps, les journalistes se disent, bon, ce sujet est trop touchy, trop sensible, et soit elle ne touche pas, soit elle touche, mais des côtés mainstream pour juste être confortable, être sûr de ne pas être attaqué. Et moi, j'ai vu ça sur tous les sujets, commencer par les gilets jaunes. Exemples un peu, oui, par exemple. Voilà, Covid, par exemple, le traitement de crise sanitaire, les gilets jaunes, mais aussi sujet sur l'Ukraine. J'ai même vu ça parmi mes journalistes au tous les débuts de lancement de RT France, comme on était en équipe très très nouveau, on ne se connaissait pas, donc il y a les journalistes qui sont venus des médias différents, il y a eu ceux qui sont travaillés sur BFM, il y a eu ceux qui sont travaillés dans les presses écrites. En tous les cas, ils ont tous le background différent. Et je me souviens qu'il y a une décision qui était prise par un journaliste de ne pas couvrir les manifestations à Moscou contre Poutine. Oui. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et il m'a regardé comme ça, en fait. Il s'est dit, ah oui, elle est là, elle va pas vouloir qu'on parle de la Russie, des manifestations anti-Poutine. Exactement, parce que je l'ai expliqué qu'en fait, il faut absolument parler de ces sujets. Parce que de ne pas les parler, c'est ça, en fait, ce qui va attirer l'attention et dire, mais vous faites la censure d'un sujet important. Finalement, faites la couverture factuelle. C'est ça notre travail de journaliste. Donc, on n'a pas eu les sujets qui étaient interdits. Et cette autocensure, malheureusement, ça existe. Mais notre problème, je pense que vous connaissez peut-être, mais en fait, l'information, d'où vient l'information? Ça vient de l'agence des presses. En France, c'est AFP. En fait, il y a un réflexe de journalistes qui travaillent surtout pour les télés, mais probablement aussi par autres médias, de prendre une dépêche des AFP, le copier-coller, un peu changer, et voilà, vous avez quelque chose. Mais en fait, attention, parce que c'est juste un point de vue. Il faut regarder un minimum d'eau, mais mieux 3 sources d'informations pour faire
un sujet. Donc oui, il y a plein de challenges pour les journalistes. Autocensure, c'est hyper importante. Et autocensure, à votre avis, quand vous regardez, parce que vous avez aussi vu les autres journaux, vous fréquentiez évidemment les gens, est-ce qu'à votre avis, c'est quoi? Ils ont peur du chef, du directeur en chef, certains, de l'actionnaire, de quoi? Parce que évidemment, il faut gagner sa vie, disent-ils. Mais alors, je ne dis pas, il y a des journalistes qui font formidablement leur boulot, hein, il faut toujours le dire. Jamais de généralisation imbécile, abusive. Il y en a qui font très bien leur boulot, qui font des enquêtes formidables, et puis d'autres, effectivement. Et à votre avis, c'est quoi? C'est à quel niveau? C'est au niveau de se dire, comme chez vous, ils se sont dit, tiens, Xenia Fedorova, on va pas évidemment parler sujet qui fâche en Russie. Donc on va pas en parler, vous lui disiez non. Mais par exemple, vous l'avez senti sur les gilets jaunes, sur votre travail sur la gestion du Covid? Exactement, ouais. Sur gilets jaunes. Bon, comme je dis, moi, depuis les débuts, j'ai expliqué à mes journalistes qu'il n'y a pas de tabou. On peut discuter tout, on peut faire la couverture. Mais ce que j'ai vu parmi les confrères qui travaillent pour les autres chaînes, je pense que c'est plutôt la peur avoir les problèmes avec le management. Ouais. Et après, il y a aussi les journalistes qui n'ont pas comment dire, ils ne veulent pas avoir un point de vue qui challenge, qui est différente. En fait, ils sont convaincus du point de vue mainstream, que exactement, du point de vue dominant. Exactement. Et pour eux, tous les autres points de vue sont inexistables. Ils n'ont pas le droit d'exister, en fait, parce qu'ils sont convaincus. Et en fait, c'est plus journalisme, c'est une opinion, finalement. Et ça, je veux beaucoup, en fait, ce qui m'a beaucoup surprise en France, c'est qu'il y a beaucoup d'opinions. Et c'est vraiment pas trop factuel de temps en temps, c'est vraiment en opinion. Vous dire que c'est l'opinion qui l'emporte sur le factuel, quoi. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est pas la réalité, c'est mon point de vue sur la réalité. Exactement. Et mon point de vue, c'est le bon. Voilà. On peut regarder la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et en fait comment c'était couvert par le média mainstream et comment en fait c'était couvert par les médias américains et par les médias en général. Partout, c'est très différent. Ouais. Donc je pense que le journaliste voit ce qu'il veut voir, attend ce qu'il veut attendre. Sans garder l'esprit ouvert, sans poser les questions. Et de temps en temps, c'est très compliqué de penser contre nous-mêmes, pour soi-même. Et ça c'est ce qu'il faut faire. Or, penser contre soi-même, c'est fondamental. Je veux dire. Et se dire, là, là, j'ai eu tort, ou je me suis trompé, ou etc. C'est clair. Mais est-ce que vous avez eu, quand vous avez... Alors, justement, parlons-en, parce que vous citez d'ailleurs Emmanuel Macron qui a dit que une couverture qui était très suivie sur les Gilets jaunes, c'était celle de RT France. Vous dites que c'est même Macron qui l'aurait dit. Oui, il a dit en face des journalistes, il a dit quelque chose comme regardez, c'est plus BFM qui devant, c'est Russia Today. Et en fait, il a fait une référence sur le succès que RT France a eu sur les réseaux sociaux. En fait, vous étiez à combien? Vous étiez suivi à l'époque? Ah oui, on était plus qu'1 million assez vite sur YouTube de followers, mais des millions et des millions de vues. En fait, c'était un peu notre modèle parce qu'on était interdit même sur le côté de diffusion, même avant la guerre en Ukraine. Les seuls distributeurs qui nous a accueillis, tous les débuts, c'était en fait Free qui était assez petite. Free, oui. Et après un an, je pense, en endémie, on a signé avec Canal+. Et je suis très reconnaissante parce que Canal+, c'est une plateforme assez grande. Importante, bien sûr. Mais on était obligé un peu s'adapter. Donc on a développé nos réseaux sociaux et c'est comme ça on est devenu visible. Et c'est aussi grâce à Gilets jaunes, parce qu'on a fait la couverture en direct, qui les Français ont reconnu. Ça fait les connaissances avec notre contenu. Oui, c'est ça. Effectivement, à l'époque des Gilets jaunes, c'est clair. Et à l'époque du Covid, est-ce qu'on vous a reproché d'avoir interviewé ou reçu tel ou tel professeur qui n'était pas dans la mouvance, ou tel épidémiologue, ou tel chercheur Oui, absolument. Je me souviens très bien qu'on a fait la référence, on a cité professeur Raoul et... là, on était attaqué un peu par tous les côtés. Et c'était très compliqué, cette période. Je pense que c'était très challenging, beaucoup de challenges pour tous les journalistes en général. Comment on peut traiter cette information sans tomber dans les désinformations. Mais finalement, il y a eu les extrêmes énormes. Par exemple, c'était impossible de parler d'autres vaccins qui existaient sur le marché.
Et oui. il ne faut absolument pas parler de vaccins russes, il ne faut pas parler d'autres vaccins, pardon. Aussi les masques et tout ça. Donc, je me souviens qu'on s'est permis de citer les experts, on s'est permis de faire un petit débat, mais évidemment que nous aussi, on était obligés de suivre comme on était très surveillés par l'ARCOM. De suivre des chemins un peu les schémas. Exactement. Ouais. Et ça, c'était vraiment difficile et triste. Ouais. Je crois que Maud Koffler, nous avons un appel. Un appel de Richard qui appelle de Toulouse. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour à vous André, et en tout cas heureux que vous ayez cet invité de Marc. Ouais, je voulais juste intervenir pour dire qu'en France, au-delà on va dire de l'autocensure, il y a un formatage de base des journalistes qui se fait à l'école du journalisme. Hein. Je pense dans les écoles de journalisme, oui. Oui, je connais quelqu'un qui a fait les premières années, là, il y a quelques années, mais qui en est parti, qui s'est pas retrouvé parce qu'elle avait déjà, on va dire, une forme d'ouverture d'esprit, qui n'a pas collé avec ce formatage. Mais l'autre point, c'est que Xenia Federova s'est retrouvée au milieu d'une guerre, la guerre culturelle on va dire, de reformatage des populations européennes pour les amener vers une immigration massive, vers une gouvernance plus mondiale, en particulier avec le Covid. Et toute réaction ou tout élément qui pouvait aller contre cette entreprise massive, supportée par, on va dire, l'équipe Biden, et ses supports, en fait, se sont retrouvés en première ligne. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les 8 ans de RT, en particulier avec l'arrivée de Tadei, là, c'était un coup de maître. Ça a ouvert des esprits. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont pas très visibles, mais j'en croise de plus en plus, et de gens qui continuent à vous suivre d'ailleurs sur le net, parce qu'on cherche de l'info un peu partout. Et en tout cas, moi, je peux que vous remercier de tout ce que vous avez pu nous apporter et en ouverture dans cette période. Et on est au moment de vérité aujourd'hui où on voit que on est au basculement mais en tout cas il y a eu, peut-être, vous faites partie vraiment pour nous des résistants, voilà. Des résistants. Richard, vous voyez Xenia, qu'il faut jamais désespérer. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les côtés de formation. En fait, j'ai vu ça, les journalistes qui sont venus juste après les écoles, ils étaient déjà fermés dans un sens, et c'était compliqué pour eux parce que j'étais obligée de les apprendre les choses à nouveau, comment il faut traiter certaines informations. Mais c'est un vrai problème. Et pour RT, il n'y a plus RT France. C'est vrai que RT, la groupe a relancé la chaîne en français. Cela dit, peut-être un jour ça peut revenir. Hein. Rien, non, franchement, je suis plutôt pessimiste sur ces sujets. Je pense qu'après... Vous pensez que la page est tournée? Je pense que pour les dirigeantes de groupe à Moscou, je ne vois pas comment ils peuvent faire confiance aux autorités françaises après qu'en fait, on a investi beaucoup d'argent. Parce qu'on on a acheté l'équipement, installé le studio, on a ouvert les postes de travail pour les journalistes français. Et en fait, quand notre chaîne était sanctionnée, on a eu encore d'argent sur les comptes étaient gelés, d'argent a été pris par l'État, et en fait, ils sont utilisés en partie pour licencier les journalistes, le reste, je n'ai aucune idée. D'accord. Donc, je ne vois pas. Oui, en fait, vous n'avez pas été licencié parce que vous étiez en cessation de paiement ou tout ça. C'était pas votre problème, vous. Non, mais exactement, on n'était pas bankrupt, comme on dit en français. On a eu toujours d'argent, on pouvait tenir encore un minimum 6 mois avec notre chaîne. Et voilà, c'est pour ça, je pense qu'on était aussi arrêtés. Et alors, à votre avis, est-ce que vous sentez aujourd'hui, Xenia, vous vivez en France, en tout cas, vous n'êtes pas retourné en Russie, vous continuez à vivre en France, et ça va, vous êtes bien en France? Écoutez, je ne peux pas dire que je suis bien, parce que le niveau de russophobie après 2022 vraiment incroyable. Vous le sentez aujourd'hui dans la vie quotidienne, enfin avec ce qui se passe, tout ce qui se passe? Écoutez, pour moi, je pense que la situation est devenue un peu mieux, mais comme moi, j'étais la patronne des RT France, une journaliste russe et une personne un peu publique, je pense que c'est peut-être différent pour moi, mais... Toujours, sur les réseaux sociaux, je reçois chaque jour les messages pas très gentils du côté des gens pro-ukrainiens, des Français qui pensent qu'il faut absolument aller en guerre pour mettre l'économie de la Russie en genoux, etc. Après, je parlais avec les amis russes.
ceux qui ont vécu, c'était difficile pour eux parce que même ceux qui ne sont pas travaillés du tout pour RT, mais habitaient en France depuis des années, 20 ans, 30 ans, leur compte était fermé. Pour les prétextes. Leur compte a été fermé. Même s'il n'était pas sous sanction. Exactement. Par exemple, il y a une banque Société Générale, je pense, qui fermait les comptes. Et après, il y a eu les situations. Non, mais c'est compliqué. C'est juste. C'est difficile pour moi à comprendre comment c'est possible. Je pense que c'est à cause des médias, les couvertures, mais comment les gens deviennent assez agressifs. Prendre que c'est à cause. Mais comment c'est. Parce que je voulais écrire ce livre, je voulais les publier et je ne veux pas en fait tourner la page tout de suite parce que je sentis que c'était pas fini. Cette histoire n'est pas finie. On peut pas. Je peux évidemment retourner à Moscou, continuer à travailler pour la groupe avec stabilité, avec les amis autour de moi, sans problème. Mais moi, je choisis un chemin un peu plus compliqué parce que je pense que c'est absolument important de parler de ce qu'on a vécu en tant que journaliste. Finalement, on verra si ce livre va plaire aux Français. Il faut que je dise, c'est pas un livre contre la France. J'aime beaucoup la France et je suis russe et je veux juste partager exactement mon expérience que j'ai vécue. Peut-être, je l'ai déjà dit à l'époque, que nous sommes que les premières, il y aura les autres. Voilà, aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes assez vite. Est-ce que CNews sera la prochaine? Je ne sais pas, j'espère que non. Mais en fait, la direction qui était prise, c'est ça. C'est ça, malheureusement. Oui, et c'est vraiment la question qu'on peut absolument se poser. On va continuer à en parler avec vous, Xenia Fedorova, avec nos auditeurs. Ils peuvent appeler au 0826 300 300. Merci. 300 300. Aude, que c'est liberté. Est-ce que ça nous concerne tous? Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, pas seulement André Berkov, mais vous, auditeurs et résistants de Sud Radio, et Xenia Fedorova pour son livre Liberté d'expression sous condition, banni aux éditions Fayard qui vient de paraître. Et c'est vraiment une expérience, Xenia Fedorova, que vous racontez. Mais on peut quand même se dire, oui, d'accord, très bien, et c'est effectivement ce qui s'est passé. On peut pas dire que ça soit enthousiasmant. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire de fermer un média comme ça, justement, sans sanction, sans leur reprocher quoi que ce soit de précis et de terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, quand même, Xenia Fedorova en Russie, on peut pas dire que ce soit la démocratie la plus totale. Alors, je veux bien qu'il y ait des journaux d'opposition, etc. Mais on sait quand même comment ont été traités certains opposants. On sait très bien que c'est plus compliqué. Et puis, je ne veux pas parler de l'Union soviétique, évidemment, on n'est plus en Union soviétique. Enfin, quand même, il y a une espèce de tradition autocrate qui a été très forte en Russie. Alors, est-ce que vraiment, c'est pas non plus pour vous deux poids deux mesures? En fait, c'est intéressant que vous me parlez de l'Union soviétique parce que je pense que l'idée que la Russie est toujours en façon d'Union soviétique, il y a une idée ici en Europe, en France. Ouais. Moi, je tenais à l'Union soviétique. Bon, évidemment que je ne me souviens pas trop cette époque, mais... Vous aviez 10 ans au moment de l'effondrement de l'URSS. Ah bah, oui, exactement. Je pense que j'avais 10 ans, même peut-être pas encore 10 ans. Ouais. Mais le problématique, en fait, ce que je pense est vrai, c'est que les Russes sont un peu vaccinés contre la propagande et la désinformation grâce à cette période soviétique. Et je vais revenir sur la côté de liberté d'expression aussi, mais c'est juste qu'aujourd'hui, je me sens que les Russes sont beaucoup mieux informés que les Français, en fait. Ah bon, carrément. Exactement, parce que les Russes, ils cherchent les sources d'informations différentes. Ils le trouvent et ils regardent. Et en fait, ils ont Internet, ils ont les réseaux, ils ont tout ça. Exactement. Ouais. Et en plus, il y a des experts sur les plateaux. Parce que ce que je vois, par exemple, une chaîne chez vous qui s'appelle LCI, qui prend les petits extraits d'un talk show en Russie pour donner une impression que tous les médias russes ont fait ça. En fait, non.
il y a beaucoup de médias qui sont divers. Après, c'est vrai qu'il y a eu plein de médias qui étaient financés par les Américains, qui étaient opposants à Poutine. Tous ceux qui étaient présents sur le paysage audiovisuel russe décidaient de partir avec la loi, après le début de l'opération militaire, avec la loi qui interdit du fake contre l'armée, contre l'opération. Ouais. Donc ils ont pris une décision de partir. Ils continuent la diffusion en russe depuis les pays baltes. Ils sont toujours sponsorisés par les NGO qui viennent des États-Unis, de fonds Soros, on peut regarder. Ils sont tous là pour contradictoire. Alors justement, vous dites que quelque part, c'est intéressant ça, Xenia, justement, puis on a des appels évidemment qui sont là. Est-ce que vous dites que en fait, à cause de l'époque Pravda, l'époque Staline et autres, et Brejnev et compagnie, vous dites le public russe aujourd'hui, il est plus ouvert, il est vacciné contre la vérité révélée, quelle qu'elle soit, quoi. Exactement. Et je trouve que c'est très intéressant et paradoxal, en fait, mais c'est comme ça. Les Russes, ils ont nous avons un esprit critique que je pense qui est beaucoup plus développé que les Européens. Et les débats, par exemple, dans les chaînes russes ou dans les médias, sont vraiment... Il y a des débats contradictoires. On peut attaquer... Franchement, on peut attaquer Poutine Poutine était attaqué pour des années par les médias d'opposition et rien ne lui est arrivé. Aujourd'hui, la situation particulière, il y a une loi, il y a une opération militaire qui est en train. Et je pense que quand il y a en guerre, je pense que la loi change un peu partout, pas seulement aussi, mais en Europe aussi, aux États-Unis aussi, etc. Donc, il y a les règles à suivre, évidemment. Et ce que je peux vous dire de mon expérience à moi, jamais vécu ce que j'ai vécu en France, en Russie. Et même après l'interdiction des RT France, il n'y aura pas... les journalistes français étaient toujours accrédités. Donc il y a eu un sujet avec, je pense, le journaliste Le Monde l'accréditation n'était pas renouvelée, mais c'était en fait une mesure de miroir, comment dire, de réponse pour un journaliste russe qui n'a reçu pas accréditation. Je crois qu'on a une... Oui, vous avez un appel de Patrick qui appelle de Paris. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour. Voilà, donc moi je voulais, en miroir au témoignage de votre invité, parler de ce que je peux pas appeler autrement que la censure, sur ce qui se passe au Brésil. Ça fait 6 ans que j'essaie d'en parler. J'ai écrit à peu près à tous les journalistes. Pas de Français de Navarre, mais je dirais tous les journalistes qui peuvent, relater ce genre de problème. Et bon, là, je termine d'écrire un livre, mais personne ne veut entendre parler du Brésil. C'est absolument incroyable. Mais écoutez, Patrick, on va pas trop parler du Brésil, mais je vous promets, si votre livre est terminé, et même s'il n'est pas tout de suite publié, vous venez, vous en parler, on en parlera ensemble, vous appelez Maud Koffler, et on en parlera ensemble. Donc voilà, on prendra le temps de le faire, et je vous le promets. Écoutez, très bien, je vous l'envoie la semaine prochaine. Eh ben formidable. Xenia Fedorova, on arrive au terme de cette émission. Effectivement, ce livre, vous l'avez écrit parce que vous voulez donner votre vérité, votre expérience, ce que vous avez vécu. Et au fond, donc si je comprends bien, la liberté, c'est un sport de combat. Ça doit se pratiquer tous les jours. Malheureusement, oui. C'est pas absolu. Et on a parlé un petit peu avant qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer qu'en Europe aujourd'hui. RT France n'est pas interdit aux États-Unis. Non, en fait, RT American n'était pas interdit. Bon, il a eu un statut d'agent étrangère, mais en fait, ils pouvaient continuer leur travail. Et c'est quand même révélateur. Ça montre le niveau des libertés qui sont aujourd'hui en Europe. C'est vrai. En tout cas, écoutez, censure, autocensure, soyons clairs, nous sommes de toute façon contre les envoyeurs de censure. Et pas les renvoyeurs d'ascenseurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même dont il faut se prémunir. Et il faut être extrêmement vigilant. Merci Xenia Fedorova, merci de votre témoignage. Voilà, je rappelle, Banni, liberté d'expression sous condition, c'est paru chez Fayard. Lisez-le, vraiment, on apprend beaucoup de choses.